Ainsi donc, la spectaculaire poussée du Front National hier au premier tour des municipales est soulignée par beaucoup de vos éditorialistes pour qui le Front National s'affirme donc désormais comme la troisième force politique en France, sonnant ainsi le glas du bipartisme, comme l'écrit ce matin dans Le Monde Françoise Fressoz, qui est une de nos invitées. Bonjour. Bonjour. Bonjour Françoise Fressoz, éditorialiste au Monde, rédactrice en chef au service Europe France, et vous tenez le blog politique fressoz.blog.lemonde.fr. Ainsi, les titres continuent et s'enchaînent, même s'il y a un taux record d'abstention et qu'il était prévisible. Tout le monde voit dans les résultats d'hier une sanction envers le gouvernement. Le désaveu titre en une Le Figaro, un scrutin de défiance, écrit l'Humanité. La gauche sanctionnée et percée du Front National, écrit de son côté La Croix, alors que Libération titre Front National peur sur les villes. Les électeurs ont indiscutablement sanctionné la gauche au pouvoir et son bilan, assure lui François Ernevin dans La Croix. Une sanction nette à l'égard de la politique gouvernementale, abonde Patrick Appel-Muller pour l'Humanité. Un vote sanction pour Philippe Vaucan dans Le Républicain Lorrain et Hubert Coudurier, tandis que pour Éric Decouty, elle avait beau donc être prévisible, cette sanction est sévère. C'est encore là une fois dans Libération. Françoise Fressoz, disais-je, mais aussi Béatrice Gimelin, géographe. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes souvent venu et vous venez de commenter, nous expliquer, décrypter la question, au fond, territoriale, topographique même, des résultats des élections. Et puis, Cassandre, bonjour Éric Dupin. Bonjour. Qui lui avait prévu depuis un bon moment que tout irait très mal au fur et à mesure des élections. Mais c'est encore pire que ce que je pensais. Après la victoire de François Hollande, on se souvient vous avoir reçu ici il y a déjà 2 ans pour un livre, La victoire empoisonnée, qui paraissait au lendemain du 10 mai 2012 et de la victoire de François Hollande. Nous sommes en compagnie bien sûr de Benoît Bouscarel et qui signe tous les matins à 7h15 le billet politique, Stéphane Rosès et Thierry Pêche. Première question, vous avez envie, vous, immédiatement, d'embrayer sur la question du Front National, sa percée historique, ou peut-être de commenter tout d'abord la question de l'abstention qui commence. Béatrice Gimelin. Mais l'abstention, on s'y attendait. On avait toujours, au fond, les Français aiment leur maire et donc vont quand même aller voter. Mais sachant qu'on avait déjà eu une abstention forte en 2008, elle est encore renforcée. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'elle est quand même assez différente selon les lieux. Il y a des endroits où on s'est mobilisé, il y a des endroits où on ne s'est pas mobilisé, en fonction d'enjeux un peu particuliers. Si je prends par exemple Marseille, il y avait un enjeu, on ne s'est pas fortement mobilisé, avec de grandes différences selon les secteurs, ce qui est encore plus intéressant. Je veux dire, Menucci à Marseille, c'est la note payée directe par FO et Guérini contre Menucci. Rappelons qu'il arrive vers la troisième position derrière Jean-Claude Gaudin et le candidat du Front National. Exactement. On est vraiment là dans quelque chose qui est très très particulier, qui ne correspond, honnêtement pas à ce qu'est le PS à Marseille. Mais on est sur la configuration si particulière de Marseille. Par ailleurs, on a pu avoir à Pau une mobilisation qu'on aurait pu penser avoir encore plus forte. Puis pour finir, on ne l'a pas eu si forte comme ça, même si Bayrou emporte la mise apparemment avec 41% des voix. Puis il y a des endroits où on a eu des mobilisations. Grenoble, d'une certaine façon, il y a eu une forme de mobilisation qui a été tout à fait intéressante. Donc je pense qu'il faut descendre à une géographie assez fine pour pouvoir sortir du sol. Même si c'est un signe intéressant, 38% ou 39% d'abstention. Ouais. Voilà. Françoise Fressoz. Juste pour compléter, la participation est forte dans les villes où le Front National a fait des bons scores. Oui. Donc ça interpelle en ce sens où on disait beaucoup la semaine dernière, ça va être un vote 100% local et ça va être un vote où il y aura très peu de sanctions nationales. Là, j'ai l'impression quand même que la conjonction d'une forte participation pour l'UFN conjuguée à une abstention ailleurs très forte montre qu'il y a un vote sanction. Dites, si je puis me permettre, Françoise Fressoz, balayant devant notre porte, je vais dire un nous un peu général, mais tant pis, on a à peu près dit tout et n'importe quoi. Il y a encore 3 ou 4 jours sur les élections dans les médias en général. Allez, on va tous s'y mettre, mais quand même, on avait peut-être analysé qu'il y avait finalement une baisse possible des intentions de vote du Front National, que le caractère local de ces élections allait finalement peut-être être moins en votre sanction que ce qu'on avait dit quelques semaines auparavant. Il s'est quand même passé absolument tout l'inverse. Alors, les sondeurs nous ont mis dedans une fois de plus, et les journalistes avec. Pour dédouaner ceux qui nous ont conseillé, le Front National, c'est toujours très difficile voilà. Mais ce qu'on a sans doute
majoré, c'est la capacité ce qu'on appelle le socialisme municipal à résister au vote sanction. Ça, je pense qu'effectivement, on l'a surestimé, mais quand vous écoutiez les élus socialistes qui faisaient campagne... Sur le terrain. Oui. Ils vous disaient, mais les gens ne nous engueulent pas, les gens sont plutôt sympas. Donc, ils étaient un peu méfiants, mais ils ne se doutaient absolument pas qu'il y aurait cette vague sanction. Éric Dupin, et on aura fini notre tour de table, et ensuite nos chroniqueurs. Oui, Éric Dupin. Oui, c'est vrai que ces fameux sondages, il faut reconnaître que c'est pour les municipales souvent qu'ils ont le plus de problèmes. Hein. C'est des échantillons qui sont plus restreints, c'est pas facile de faire les matrices, etc. Il y a des raisons techniques. Mais là, c'est un très mauvais cru pour les enquêtes d'opinion. Très, très mauvais. Alors que curieusement, par exemple, en 2008, leur bilan n'était pas désastreux. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'en effet, on a renoué avec des élections municipales surdéterminées par des raisons politiques nationales, comme c'était le cas en 77, donc ça nous rajeunit pas. Et d'autres disent comme c'était le cas en 83 aussi. En faveur de la gauche, et en 1983, en effet, en faveur de la droite. Et que de ce point de vue, il y a une rupture par rapport à et qui a surpris beaucoup de monde, y compris moi, parce que en 2001, en 2008, on avait certes un vent national qui soufflait, mais qui était compensé par des données locales. Alors que là, il faut reconnaître que ça va très très fort. Ça, c'est peut-être dû au fait que ces municipales interviennent, disons, à mi-mandat, peut-être pas complètement, mais à mi-mandat, oui. Par exemple, 2008, c'était un an après l'élection de Sarkozy, donc on ne pouvait pas vraiment dire c'est un vote sanction ou quelque chose. Là, c'est vraiment la première élection au bout de presque 2 ans. Mais ce qui est vrai, c'est que on n'a jamais eu un niveau d'impopularité aussi fort. Il y a une corrélation, si on reprend toutes les municipales, entre le niveau de popularité de l'exécutif, j'avais fait des petits tableaux, et puis les soldes de villes gagnées ou perdues par le camp au pouvoir. Normalement, ça fonctionne très bien. Là, on a été un peu abusé aussi par la façon dont les gens disaient « oui, je vais d'abord voter en fonction de considérations locales ». Mais ça, il y a un biais, je dirais, de réponse, c'est que les gens ils disent « c'est des municipales, oui, je vais voter en fonction de l'élection municipale ». Mais il suffit qu'il y ait un tiers de gens... Dans les analyses quand même que l'on tenait jusqu'à présent, on disait les élections européennes seront des élections contestataires pour, au fond, sanctionner un bilan national, pas les municipales. Or, les municipales anticipent peut-être, qui sait, ce que seront du coup les européennes. Mais oui, mais il suffit que vous ayez un tiers des électeurs qui, eux, sont motivés par une forme de rage contre le pouvoir pour que ça fasse basculer les choses. Donc, quand bien même la majorité voterait pour des raisons locales. Benoît Bouscarel. Oui, ce qui apparaît de tout ce qu'on vient d'entendre, c'est que la participation et le vote a quand même beaucoup été fonction d'enjeux locaux. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas dire l'inverse, c'est que sur le terrain, il y a une demande de Front National. On l'a constaté, c'est ce que disait François Stressos tout à l'heure, la participation à Béziers. Prenons Béziers. Nous étions à Béziers, il y a 15 jours à peine. Où on s'est déplacé, on a bien vu d'ailleurs à ce moment-là qu'il y avait une forte adhésion et mobilisation autour de Robert Ménard. La participation a monté, je crois, de plus de 8 points à Béziers et Robert Ménard arrive en tête. Il y a une demande de Front National localement le Front National veut se transformer en front local. Il est en train d'y arriver. Il faut prendre ça en compte. Ça sera une modification peut-être des grilles d'analyse à avoir pour analyser le vote Front National au niveau local. Béatrice Gibelin. Oui, je voulais dire que 2008 avait été aussi un très gros cru pour le PS, en ayant gagné des villes qui étaient des villes traditionnellement de droite. Bon, et qu'on voit effectivement en grande difficulté aujourd'hui. C'est Amiens, c'est Reims, c'est Angers. Il faut quand même aussi se souvenir de ça. On part de très très haut. Partant de très très haut, il est aussi assez logique que sur un certain nombre de villes, les choses soient difficiles. C'est, à mon sens, il faut quand même s'en souvenir. François Stressos et Stéphane Rosès. Oui, c'est vrai, ça vous avez tout à fait raison, qu'il y a eu un mouvement de bascule très fort en 2008 sur une série de villes moyennes. Mais ce qui est quand même frappant, c'est que par exemple, Lyon, Lille, Paris, on s'attendait quand même à une meilleure résistance du Parti socialiste. Strasbourg, nous étions là aussi il y a 3 semaines. On a l'impression de manière générale qu'il manque 3-4 points au PS dans l'ensemble des villes moyennes et grandes. Par rapport en tout cas à la température entre guillemets que l'on pouvait sentir, que l'on pouvait voir quand on était allé sur place. Par rapport à 2008. Ce qui me semble plus préoccupant, vous citez Lille, c'est tout à fait intéressant. Martine Aubry perd 13 points à Lille. 13 points, mais c'est le Front National qui les gagne. Et voilà. Et c'est pas du tout le CERF et la droite. La géographe, là, dites-nous, qu'est-ce qui se passe alors ? Parce que Lille est une ville qui est
est extrêmement contrastée, qui est devenue une ville avec une ségrégation sociale importante, avec un centre du Vieux-Lille qui est devenu, on va dire, assez, pour faire simple, gentrifié. Oui, bon, bourgeois, il y a un centre-ville rénové, mais comme partout en France, Béatrice Gibelin. Oui, mais c'était pas à ce point-là. Et vous avez un Lille Sud qui est un Lille qui va mal. Quoi que fasse Martine Aubry, qui investit beaucoup sa ville, on est dans une situation de gens qui ne voient pas l'horizon s'arranger du tout. Donc ils en ont marre. À Lille se superpose la sanction d'une maire de gauche et d'une politique gouvernementale de gauche je dirais surtout d'une politique gouvernementale de gauche. On y ajoute une politique... Parce que Martine Aubry a pourtant marqué un peu une sorte de rupture silencieuse, douce, mais avec la politique gouvernementale de François Hollande. Elle aurait pu passer entre les gouttes, si j'ose dire. Non, c'est pas possible, parce que le taux de chômage dans certains quartiers de l'île Sud, il reste extrêmement fort, avec avec une réelle aussi, on ne l'a pas encore dit ici, insécurité dont les gens ont assez. Il y a l'insécurité également sociale. La gauche n'arrive pas à protéger, c'est un des enseignements de ce scrutin. Elle essaye de protéger avec les emplois des jeunes, emplois aidés, etc. Mais ça ne suffit pas. Ça ne convainc pas, en tout cas. Ça fait 30 ans que ces gens sont en difficulté. Stéphane Rosès demande la parole depuis un petit moment. Allez-y, Stéphane. Oui, je crois qu'on a deux sujets. Le premier qui a bien été dit par nos amis, c'est-à-dire qu'il y a des situations locales contrastées. Le second, c'est que nous sommes à l'issue du premier tour et nous aurons la photographie complète à l'issue du deuxième tour. Et puis, il y a un troisième sujet. Vous voulez dire quoi? Restons calmes. Non. Enfin, regardons les choses, parce que les choses ont été, l'essentiel a été dit. C'est-à-dire que l'abstention, les deux phénomènes majeurs, c'est l'abstention et la dynamique du Front National. On a utilisé le terme de vote sanction. Et en même temps, dès qu'on rentre dans le détail, on dit qu'il y a deux types de logiques. Les logiques des territoires et sans doute une logique nationale qui est liée au fait d'avoir quelque chose à dire dès le 20h, le soir des élections. Mais je ne sais pas si le terme vote-sanction est tout à fait juste. C'est une sanction pour la majorité, mais le fait de ne pas aller voter quand on est quelqu'un de gauche, c'est une façon de dire « je me retire du jeu ». Alors, on va voir au deuxième tour. Évidemment, on sent bien que les leaders de gauche vont appeler les réserves. Rebsamen, Jean-Marc Ayrault, hier, ont essayé d'accuser réception. Ils ne peuvent pas trop, parce qu'ils ne veulent pas mettre en difficulté le président de la République, qui lui dit « je vais continuer le redressement. Je sais que c'est difficile, mais il faut y aller ». Et puis, il y a la question du Front National, pour terminer, Marc. La question du Front National, c'est la nouveauté, c'est que sa dynamique, et d'ailleurs la bonne tenue de la droite, c'est que le Front National, peu à peu, apparaît comme une alternative, c'est-à-dire comme une construction, et pas seulement un vote de sanctions négatif, mais peu à peu, et avec une interrogation, que va devenir le Front National? Est-ce que c'est un parti... Voilà, mais attendez, on va peut-être pas poser toutes les questions à la fois. Françoise Fressoz, ça on y reviendra bien sûr. Alors, il me semble qu'il y a un élément très important qu'on n'a peut-être pas vu suffisamment sur le moment, c'est l'impact de la crise de 2008, en ce sens qu'elle a prolongé une situation de crise qui était latente, et là, elle se durcit. Et donc, ce que vous disiez, madame, est très juste, c'est-à-dire certaines personnes ne voient pas le bout de l'horizon de la crise. Donc, il y a des morceaux dans la ville de Lille qui vont très bien, et il y a d'autres morceaux où les gens ont l'impression que ça ne s'arrangera jamais pour eux. Et je pense que cette désespérance profonde est une donnée fondamentale pour comprendre toute la séquence. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un discours politique qui puisse dire on peut s'en sortir, il n'y a pas d'espoir. Et la seule qui dise écoutez, on va rompre et on va faire autre chose, c'est Marine Le Pen. Et je pense que ça, c'est une dynamique importante dans cette période. Thierry Pêche. Non, je crois que Françoise Fressoz a raison de revenir sur la crise économique de 2008, mais en réalité, la crise économique de 2008, elle a débarqué en France en 2010. On l'a regardé comme un phénomène exotique qui arrivait aux autres, la crise de 2008, pendant longtemps. C'est la première élection depuis les présidentielles de crise. Et on voit se produire en France, qu'on voit se produire dans tous les autres pays européens, c'est-à-dire qu'il y a des sanctions qui sont extrêmement sévères contre les gouvernements en place, mais contre les politiques en place, pas contre les gouvernements seulement. C'est ça qui est très préoccupant, parce qu'en même temps, ces politiques, elles s'imposent à bien des égards. Donc on est dans une très grande difficulté de ce point de vue-là. Et je pense que les élections européennes qui vont suivre sont... encore plus dangereuse de ce point de vue-là. Bon, mais cette crise, elle est effectivement, à mon avis, décisive. Alors après,
On peut préciser le trait. Je crois que les municipales, c'est un exercice de mobilisation différentielle, comme disent les politistes. C'est-à-dire qu'il faut mobiliser son camp. La gauche n'a manifestement pas réussi à mobiliser son camp. Le FN y est très bien parvenu. Donc et là, je crois qu'il faut attendre le deuxième tour pour tirer des conclusions. Béatrice Gibelin. Oui, je voulais dire aussi que dans le succès du FN, c'est d'une certaine façon la réussite de la stratégie du FN avec Philippot un peu aux manettes et Marine. C'est-à-dire que c'est pas le père, Marine. Elle est dans une habileté beaucoup plus grande. Et une femme fait moins peur. Le nombre de femmes candidates et parfois même tête de liste au FN, non mais c'était un parti qui était un parti... Heureusement que c'est vous qui le dites. Oui, je le dis très clairement, c'était un parti masculin avec un vote plutôt d'hommes. On voit une évolution importante dans la façon dont le FN a réussi à, quand on parle de la dédiabolisation, oui, d'une certaine façon, si vous faites des enquêtes de terrain, on dit, oui, nous on veut bien voter pour... Enfin, quand vous avez une tête de liste FN comme à Tarascon, qui est une ancienne directrice d'école maternelle qui connaît tout le monde, qui est une femme sympathique, ça permet d'aller voter pour elle. On n'est pas dans, j'allais dire, l'interdit, la peur, ça joue beaucoup. Et puis je finirai sur Steve Bruyas, ça fait plus de 20 ans qu'il travaille le terrain quand même, il faut s'en souvenir. Et Éric Dupin, et nous arrivons quasiment au bout de la première partie, Éric Dupin. Oui, il faut quand même, on ne peut pas tourner autour du pot. On peut dire votre sanction, c'est pas très joli, etc. C'est un rejet, et un rejet en effet des politiques qui sont menées. Alors on peut dire, on n'a pas le choix, peut-être, mais à ce moment-là, il ne faut pas pleurer. Hein, moi, ça me faisait penser hier soir à la célèbre citation de Bossuet, Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. On ne peut pas dire, mais écoutez, voilà, on fait le pacte de responsabilité, on est raisonnable, on mène une politique, et puis vous verrez, peut-être qu'un jour, il y aura des résultats, soyez patients, et puis ensuite pleurez, parce que le Front National a des résultats, et en effet apparaît comme une alternative. Comment tout à l'heure, bonjour Brice, Brice Couturier, allez-vous introduire le débat de cette matinale municipale ? Je vais poser la question des institutions, parce que ce qui me semble que ce qui est sanctionné hier, c'est le sentiment d'indécision que donne le président de la République, et donc poser la question de l'absolutisme inefficace, comme disait Revel, c'est-à-dire la concentration du pouvoir qui provoque la paralysie dans l'action. Voilà, ce sera Brice Couturier à 8h18, c'est à vous Brice. Merci Marc. Bizarrement, ces élections de mi-mandat sont intervenues alors que la vie politique française apparaissait comme en suspension. L'opposition n'ayant ni programme ni leader, elle misait sur l'effet mécanique des déceptions créées par le gouvernement, et cela se révèle un assez bon calcul, puisque la droite progresse sensiblement grâce à un moindre taux d'abstention que chez ses électeurs. Quant à la majorité, elle vit dans l'attente d'une série de décisions capitales que seul peut prendre le sphinx de l'Élysée. Que devient le pacte de responsabilité ? Comment sera-t-il financé ? La grande réforme fiscale promise par le Premier ministre est-elle ou non enterrée ? Où le gouvernement compte-t-il trouver les 50 milliards d'économies budgétaires promises ? Le chômage endémique qui ronge la société française va-t-il enfin reculer comme promis, et par quels moyens ? Comme le plan de rigueur, le remaniement ministériel attendra la proclamation des résultats du deuxième tour, et d'ici là, persistera une grande incertitude quant à la politique suivie par le pays. Droite et gauche ayant choisi d'éviter de s'affronter sérieusement sur un choc de programmes et de propositions, elles ont cru politiser ce scrutin en se focalisant sur la mise sur écoute de l'ancien président de la République et de son avocat. Tous les observateurs avisés les avaient pourtant mises en garde. Cela ne pouvait que renforcer l'idée que le débat démocratique dans notre pays s'est fortement dégradé. Cela a créé l'impression que la caste politicienne se passionnait plus volontiers pour le sort de l'un des siens que pour le drame que vivent des millions de nos concitoyens, exclus de l'emploi, vivant dans la précarité ou constatant simplement la dégradation de leurs conditions de vie. Et comme annoncé, cela a favorisé une poussée spectaculaire du tiers-parti, celui qui promet une autre politique, le Front National. Rarement les défauts du système politique français auront été aussi cruellement mis en lumière. La constitution de la Ve République, taillée sur mesure pour un homme providentiel, le général de Gaulle, est devenue un obstacle au bon fonctionnement de la démocratie. Comme l'écrivait Jean-François Revel dans l'absolutisme inefficace il y a déjà longtemps, un système où tout remonte vers un seul centre de décision ne peut produire qu'un mélange détonnant d'autoritarisme et d'inefficacité. La concentration du pouvoir provoque la paralysie dans l'action. Les énormes responsabilités qui sont confiées à un seul homme ne peuvent engendrer que la répugnance à décider.
Comme François Fillon, ravalé par Nicolas Sarkozy au rang de simple collaborateur du président de la République, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault est apparu hier soir à la télévision comme dépassé par des événements qu'il ne maîtrise pas davantage, qu'il ne dirige réellement l'action du gouvernement. Lui aussi, apparemment, attend que le président de la République ait décidé, et en particulier de son maintien ou non à la tête du gouvernement. Alors le pays apparaît bloqué, englué dans des querelles d'un autre âge, déphasé par rapport au monde contemporain. L'exaspération qui en résulte a fait le jeu du Front National. Les commentateurs de gauche font semblant de poser la question du Front républicain pour tenter de mettre la droite en difficulté, mais l'UMP a déjà répondu par le nini, à la différence de l'UDI. La droite, elle, s'efforce de démontrer que seul le FN est en mesure de lui disputer dimanche prochain sa victoire d'hier. On remarque que les candidats de gauche semblent vouloir se maintenir même là où ils sont arrivés en 3e position, derrière le candidat du Front National, comme à Marseille. Il sera intéressant de savoir si dans une ville comme Béziers, où le candidat soutenu par Marine Le Pen est à 2 doigts d'emporter la mairie, celui du PS, arrivé là aussi en 3e position, se retirera ou non. Mais je le disais, cette défaite de la gauche est due pour partie au sentiment d'indécision que ressent l'électorat face à la politique menée par le président de la République. L'ampleur du remaniement devrait être proportionnelle à celle de l'échec prévisible du 2e tour. Alors, quelles sont les cartes qui restent entre les mains de François Hollande? La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Quelles sont les cartes qui restent dans les mains de François Hollande? La question me semble tout à fait, vous semble tout à fait destinée, Éric Dupin. Je rappelle, vous aviez écrit la campagne présidentielle à contre-champ, au seuil, sorti juste après la victoire de François Hollande. Et le vrai titre de ce livre, c'était La victoire empoisonnée. Oui, et ça va pas être très facile pour lui de rebondir. Alors, d'autant plus que apparemment l'état d'esprit qui régnait à l'Élysée ces derniers temps Titanic était alors cette expression curieuse, on va enjamber les municipales, un peu cavalier. Et puis finalement, on va garder Jean-Marc Ayrault, il n'est pas si mal, et en tout cas on a du mal à le remplacer. Donc c'était une option, si j'ai bien lu les gazettes, c'était une option un petit peu conservatrice. Bon. Là, évidemment, face à un tel désaveu, il est sans doute difficile de rester sur cette longueur d'onde. Cela étant, je ne vois pas François Hollande changer de politique sur le fond. Et de ce point de vue, je crois que les séquences électorales vont se poursuivre. Et qu'évidemment, aux européennes, les sanctions seront encore plus manifestes et que c'est un scrutin, là pour le coup, qui est beaucoup plus favorable au Front National. Que voulez-vous? Il y a peu de mystère dans cette affaire. On est face à une gauche qui est extrêmement gauche dans sa pratique et qui mène une politique qui n'est pas du tout de gauche sur le fond. Et on s'étonne que les électeurs de gauche ne s'y retrouvent pas. Et ceux qui croient qu'au 2e tour, les choses vont s'améliorer, oui, il y a 2 tours, sauf que très rarement, c'est très très rare qu'un 2e tour contredise le premier. En règle générale, c'est plutôt les tendances du premier tour qui sont accentuées. Alors, Béatrice Gibelin et Françoise Fressoz. Moi, je ne vois pas comment, effectivement, le président de la République changerait du tout au tout à la suite des municipales. Ce serait alors reconnaître son désaveu et reconnaître qu'il s'est trompé, ce qu'il ne fera pas. En plus, il est absolument persuadé qu'il n'y a pas d'autre politique à faire, qu'il faut en payer le prix, mais que c'est comme ça et que pour la France, il faut le faire. Donc, c'est du sang et des larmes pour lui. Ça, c'est churchillien. Mais oui, mais sans savoir le dire et sans savoir l'expliquer correctement à la population, qui aurait peut-être été capable de l'entendre. Mais comme on lui dit que les lendemains vont chanter et que les lendemains chantent pas, bah évidemment, on n'enjambera pas l'austérité qui arrive avec les 50 milliards d'euros d'économies qui vont se dessiner. Qui vont se dessiner, même si on essaiera de faire un moindre mal, évidemment, pour faire ces économies-là. Et que moi, je pense que le remaniement, il se fera après les européennes. C'est-à-dire qu'on va boire le calice jusqu'à la lie, parce que les européennes, ça va être autant ne rien toucher, en tout cas jusqu'aux maintenant, parce que de toute façon, c'est pas en touchant maintenant qu'on arrangera la situation aux européennes. Donc tout ce qu'ils espèrent, c'est que petit à petit, cette politique finira par payer, et que la situation extérieure aidera aussi à s'améliorer, et qu'à ce moment-là, ce sera derrière, et qu'on pourra engranger. Moi, je pense que c'est ça qui va se passer. Françoise Fressoz, éditorialiste au Monde, et vous publiez vous aussi ce matin un article « Bienvenue au
tripartisme, hein, UMP, PS, Front National. Mais avant, je voulais d'abord contester un peu mon ami Éric Dupin, parce que je ne pense pas que ce soit la problématique d'un gouvernement de gauche qui ne fait pas une politique de gauche. Je pense que la problématique, c'est un gouvernement qui n'arrive pas à avoir de résultats par rapport aux promesses qu'il a faites. Elles n'étaient pas énormes, les promesses, mais enfin, c'était quand même, je vais aller chercher la croissance, je vais l'obtenir de l'Allemagne et je vais vous la rapporter et ça ira beaucoup mieux. Je pense que c'est ça qu'il est en train de payer, François Hollande. Ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'il avait dit. Alors après, sur la capacité à s'en sortir, je pense qu'il va pas changer de politique économique, il va faire le pacte de responsabilité, il va faire les 50 milliards d'euros. Mais il y a peut-être une petite carte à jouer, c'est que les écologistes ont fait quelques scores et que en train de se dessiner, qui ne sont pas mauvais, qui ne sont pas mauvais, et que les écologistes veulent absolument porter la transition énergétique. Or, il se trouve qu'il y a peut-être un discours à construire sur la croissance verte, la transition énergétique, et il y a peut-être un discours à articuler aussi avec l'Europe, parce que il peut y avoir des choses qui bougent un peu en Europe. Donc, je pense que François Hollande va essayer de construire tout un discours après les municipales, et je pense, moi, contrairement à ce que vous dites, madame, moi je pense qu'il y aura peut-être un remaniement tout de suite après les municipales. Madame, c'est Béatrice Gibelin. Je pense qu'il peut y avoir peut-être quand même un remaniement après les municipales, pas pour changer du tout la structure de la politique, mais pour envoyer un message plus politique en disant, voilà, on se bat pour le redressement, mais aussi pour la croissance et la transition énergétique. Donc un changement de Premier ministre, vraisemblablement. Alors honnêtement, je n'en sais rien. Je ne peux pas vous le dire. Béatrice Gibelin, une petite réaction très courte, et Thierry Pech et Stéphane Orzès. Oui, enfin, moi je pense qu'il va tenir là-dessus très fortement. Il y a une donnée qui peut changer, c'est la situation internationale, ce qui se passe en Russie, ce qui se passe à la frontière est de l'Ukraine et de la Russie. Si on a une situation internationale en Europe qui commence à monter en tension et en menace, alors là on va de nouveau avoir une redistribution des cartes. On sera plus seulement focalisé sur la situation exclusivement française, mais on peut avoir des européennes qui se passent complètement dans un autre contexte. Très sincèrement, je ne le souhaite pas, mais on ne sait jamais. Thierry Pech. Oui, non, je pense que la politique économique a été mise en place par François Hollande au moment du CICE, qui s'est clarifié lors de ses vœux en janvier, donc qui a mis du temps à trouver son langage. Hein. On avait la musique, mais on n'avait pas les paroles, ou inversement, il manquait quelque chose. Maintenant, on a les deux. Cette politique, elle ne peut payer que très lentement. Donc, il ne faut pas s'étonner des causes et des effets. Les effets se mesureront plus tard. Et la question, c'est de savoir s'ils se mesureront à temps pour en avoir des bénéfices politiques ou pas. Il est possible que cette politique soit un pur sacrifice politique dans un contexte européen qui effectivement détermine beaucoup de choses. Je vois Éric Dupin qui sourit. Éric je souris tristement. Oui, mais vous nous direz si c'est un sourire d'approbation ou de désapprobation. Deuxième point. Ça n'a pas l'air trop d'être un sourire d'approbation. Mais moi, j'aimerais bien entendre. Alors, deuxième point, sur l'énergie, Françoise Fressoz a raison. Je crois qu'il y a une voie de passage intéressante pour créer à la fois un nouveau compromis politique, une autre ambiance européenne. Le problème, c'est que les événements en Ukraine sont en train de faire une petite leçon de choses sur le mix énergétique européen, la place du gaz russe. Les Allemands sont sortis des négociations européennes sur le climat parce qu'ils savent très bien qu'ils vont devoir consommer encore plus de charbon et que c'est pas très très bon pour les gaz à effet de serre. Donc un mix énergétique aujourd'hui en Europe un peu vert, un peu visionnaire, c'est pas facile, mais c'est souhaitable. Éric Dupin. Oui, moi je voudrais revenir peut-être sur les résultats électoraux et sur le fait que le PS, le roi, est peut-être pas complètement nu, mais enfin le PS, quand il est seul, il est un peu déplumé. Et de ce point de vue, les résultats de Grenoble sont très intéressants. Parce que Grenoble, c'est quand même une ville totalement emblématique. Je ne les ai pas sous les yeux là, il faut les redonner. Sur le plan la liste écologique, je les ai, la liste écologique, écologiste plus parti de gauche, enfin une partie de front de gauche, fait 29,4% et arrive en tête contre la liste socialiste qui fait 25%. Or, Grenoble, c'est la ville des GAB, des GAM, des groupements d'action municipale, c'est la ville d'Hubert de Bedou, c'est une ville sociologiquement tout à fait emblématique de ce qui était une nouvelle gauche,
Et c'est très intéressant de voir que là, le Parti socialiste, qui a gouverné cette ville pendant très très longtemps, qui n'a pas forcément un mauvais bilan, se trouve devancé par une alliance un petit peu curieuse entre écologistes et gauche radicale. Avec un sortant qui ne s'est pas représenté. Oui, bien sûr, il y avait bien sûr une faiblesse. Et pas un candidat avec un candidat un peu d'appareil. Oui, mais regardez aussi ce qui se passe à Rennes. À Rennes, vous avez aussi le même type d'alliance un peu curieuse entre les écologistes et le Front de gauche, et cette alliance fait 15,1%. Ouais. Ce qui fait que lorsque il y a à gauche une force qui n'apparaît pas enfermée dans le sectarisme et dans l'agressivité, comme l'est trop souvent Jean-Luc Mélenchon et le parti de gauche. Quand c'est une force qui semble être un peu plus ouverte, et notamment aux problématiques écologiques, eh bien, on se rend compte qu'elle a un espace électoral. Que ça fonctionne. Hein, et que je termine en disant que le résultat de Montreuil, même si là aussi, Montreuil, c'est très particulier, mais enfin, tout de même, voir le député socialiste Razi Hammadi arriver bon dernier avec moins de 10%, alors qu'il est soutenu par le président, très puissant président du conseil départemental, de Seine-Saint-Denis, Claude Barthelone. L'ex-président du conseil. Ou l'ex-président. Enfin, il reste le parrain, dit-on, de ce département. Bon, ben, ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Brice, vous voulez intervenir, ou Béatrice Gibelin? Oui, moi, je voulais dire aussi que c'est aussi la démocratie qu'il y ait de l'alternance. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on a tenu une ville pendant 30 ans, on est envie, au fond, de relancer avec une équipe nouvelle. Surtout quand les sortants ne se représentent pas, si je dirais. Le cas de Pau, par exemple. Je vais peut-être choquer, mais ça a quelque chose de sain aussi, qu'on permette à d'autres de montrer ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils ont dans le ventre, leur mobilisation, leur envie. Donc que 60 ans de gauche à Niort, ça bascule à droite. Moi, je trouve ça plutôt rassurant sur le plan de la démocratie. Même avec les scores que l'on dit, tout de même, du Front National. Il faut l'entendre, le Front National. Écoutez, moi, en 1986, j'ai fait le premier papier en disant le Front National, il faut le prendre au sérieux. Et c'est pas du tout quelque chose qui va passer très très vite. Je me suis fait tenser fortement par un certain nombre de politologues. Bon, j'ai toujours pensé que ce vote-là était un vote qu'il était important de prendre en compte, qui est un vote qui est aussi dans le rapport à la nation et pas à la République. C'est autre chose, la République. Voilà. Et que si on n'était pas capable de l'entendre, eh bien, ils allaient sonner assez fort jusqu'à temps qu'on l'entende. Voilà. Donc, il faut le prendre en compte de façon importante. C'est pas simple, c'est pas facile. C'est pas simple d'apporter une réponse à des gens qui, demain, tout c'est merveilleux si on vient, comme ils l'ont pas été au pouvoir, on le sait pas. Sauf que quand ils l'ont été, ça n'a pas été bon. Voilà. Hein, c'est ça et ça, il faudrait quand même leur rappeler. Sauf Orange. Et les difficultés reviennent, du coup, pour le Front National. Elles sont devant le parti. Parce qu'il va falloir se professionnaliser, il va falloir continuer à recruter, il va falloir gérer les villes. Et effectivement, le précédent n'est pas forcément un bon exemple. Et je suis sûr qu'à Hénin-Beaumont, ils ne vont pas avoir la tâche facile. Oui. On entendait tout à l'heure, c'est la fin du clientélisme dans le journal de 8 heures d'Amélie Perrier. Enfin, on va arriver à une situation municipale saine. Effectivement, on verra. Enfin, ce n'est pas les mêmes qui vont profiter du clientélisme. Alors, je suis surpris tout de même qu'on fasse référence à de très nombreuses dates, et c'est très important pour la compréhension des événements, et notamment ici au Matin de France Culture, on aime bien venir et revenir dans le temps, mais enfin, personne de vous ne fait référence, et faut-il en faire une ou pas? Moi, je m'adresse aux spécialistes, je ne sais pas, tout de même, au 21 avril 2002. Non, je crois que c'est pas du tout la même chose. Franchement, je pense que c'est pas du tout. Pour moi, je pose la question. On peut se laisser tromper. Je la vois se murmurer sur le fil des auditeurs tout de même. C'est pour ça. Il y a juste la similitude que je vois, c'est quand même. Je vois la question se poser. 2002, c'était quand même, on se disait Jospin, c'est le match Jospin, Chirac et tout. Là, on est quand même surpris de la difficulté dans laquelle se trouve le Parti socialiste. C'est-à-dire tout d'un coup vraiment en difficulté. Donc là-dessus, il y a peut-être ça. C'est peut-être ça, de dire, tiens, on pensait qu'il y avait une meilleure résistance du socialisme municipal, non, ils sont quand même en danger. S'il y avait une comparaison, s'il y avait une seule comparaison possible, c'est que ce qui tient ensemble les Français, au plan local comme au plan national, c'est le rapport à la politique qui est soit une incarnation, soit un projet. Or, comme Lionel Jospin ni n'incarnait, ni n'avait un projet, il a été battu. Alors, le débat aujourd'hui que
va faire François Hollande ou la question d'Éric Dupin, c'est quoi une politique de gauche? Je pense qu'effectivement, ce que demande le pouvoir actuel n'a jamais été demandé aux Français en termes de sacrifice. Et le sujet et la difficulté de François Hollande, c'est que ni il n'explicite son projet en disant là où il va, il dit qu'il est social-démocrate, mais il ne dit pas c'est quoi être social-démocrate. Il dit je mets la France en mouvement, mais il ne dit pas où il l'amène. Et ni il n'assume, du fait de sa présidence normale et de son tempérament, une incarnation. Donc les Français se tournent vers ceux qui soit existent, soit ont un projet et l'explicitent dans une cohérence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et la difficulté actuelle du président, c'est qu'il n'y a ni l'un ni l'autre, et au plan local, quand quelqu'un soit incarne, soit un projet, alors les Français vont vers eux. Éric Dupin. Non, le fameux spectre du 21 avril, moi je le vois comme le fait qu'aujourd'hui, pour la gauche, le Front National est un gros problème. Et que ceux qui, à gauche, et ils existaient, notamment chez les socialistes, qui étaient tentés de jouer avec le Front National, en disant ça divise la droite, c'est leur problème. Eh bien, c'est aussi le problème de la gauche. Très longtemps reproché à François Mitterrand. Oui, et à juste titre. Et on peut suspecter aussi un certain nombre de socialistes de le faire. N'oublions pas, quand même, qu'à la rentrée dernière, le Parti socialiste, Harlem Désir, avait décrété la lutte contre le Front National priorité des priorités. On voit le résultat. C'est un échec aussi pour Jean-Marc Ayrault qui, en fin de semaine dernière, avait fait cette sortie incroyable. Il faut barrer la route au Front National, quoi qu'il arrive, aucune ville. Alors, ce qu'on va voir là, dans la semaine, la triste semaine qui s'annonce, c'est une pagaille généralisée. Attention, à droite, évidemment, à droite, les tentations d'alliance existeront, il y aura des alliances entre des candidats de l'UMP, des candidats de droite et le Front National. Il y aura des alliances, soit ouvertes, soit masquées. Et à gauche, en effet, le fameux Front républicain ne va pas fonctionner. Déjà ce matin, j'entendais Samia Ghali déclarer, la candidate marseillaise, déclarer qu'elle ne croyait pas du tout à ça. Et en effet, le Front républicain, en réalité, est un beau cadeau qui est parfois fait au Front National sur le plan symbolique. À Marseille, il n'y a pas de risque de victoire du Front National. À Béziers, il y en a une, et on voit que le candidat socialiste ne veut pas se retirer. Voilà. Et donc, nous allons avoir des effets, de fragmentation sur la classe politique dans aussi bien à droite qu'à gauche. D'autant que sans doute y a-t-il un pari qui est un peu perdu, celui des affaires ou des scandales politiques, que ce soit de Jean-François Copé à Nicolas Sarkozy. On pouvait penser qu'il y avait du côté de la rue du Faubourg Saint-Honoré une manière de profiter éventuellement lorsque la droite était éclabousée. Elle ne l'a pas été. Patrick Balkany réélu triomphalement au premier tour, Jean-François Copé réélu triomphalement dès le premier tour, et j'en passe, Françoise Fressoz. Pas du tout, parce que je pense que aucun effet. Non, mais ce que je pense, c'est que les Français sont sur une autre problématique qui est le chômage, l'emploi, le pouvoir d'achat. Et donc, quand ils entendent à Paris qu'il y a des affaires, je pense qu'ils font un gros magma et que tout le monde perd. Et donc, je pense que les affaires qui se sont succédées 2 semaines avant l'élection, ça a été dramatique pour le Parti socialiste et pour l'UMP. Benoît Bouscarel et puis Brice, oui. On brosse quand même depuis tout à l'heure le portrait d'une démocratie qui va pas très bien. On disait tout à l'heure que les lendemains n'étaient pas forcément chantants pour le PS. Pour l'UMP, effectivement, ce sera le cas aussi, parce qu'il va y avoir cette polarisation à l'UMP entre ceux qui vont pouvoir éventuellement imaginer dans les mois, les années qui viennent, des alliances avec le Front National, et puis les autres. Il y aura Juppé et puis Sarkozy. Ça sera pas facile. On peut se poser la question de savoir si François Hollande avait mené une politique de gauche. Est-ce que les résultats auraient été différents? Ça, c'est une vraie question. Et il n'est pas évident que la réponse soit positive. Il y a un vrai déni de la part des électeurs de confiance vis-à-vis de la classe politique. On peut quand même penser que si l'électorat de gauche n'avait pas le sentiment qu'on fait des cadeaux au patronat, pour parler très simplement, et que c'est quand même toujours eux qui trinquent, et s'ils avaient eu le sentiment qu'il y avait une relance de la croissance, si on disait écoutez, tant pis pour la dette, tant pis pour le déficit, mais la seule façon qu'on a de faire, c'est de faire de la croissance, et seulement le problème, c'est que c'est un discours qui n'est pas tenable dans le cadre et puis il ne l'avait pas dit pendant la campagne, François Hollande. Il n'aurait jamais gagné s'il l'avait dit, peut-être. Donc c'était un peu difficile. Oui, vous le disiez, Béatrice Gibelin, vous l'aviez écrit en 1986, je ne savais pas, le FN, ça ne passera pas. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus simplement une logique de bastion dans le sud-est et dans le nord-Pas-de-Calais sinistré par la crise que le Front National est en train de mettre en place. C'est une implantation locale, un maillage du territoire qui est maintenant étalé sur la totalité du pays, et ça aura forcément des effets aux élections nationales.
National, parce que c'est en recrutant des électeurs à travers cette mise en place de conseils municipaux où il y aura des membres du Front National que va se traduire cette élection. La question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on ne va pas rentrer dans un nouveau système politique français qui est effectivement celui du tripartisme. Les institutions ont été créées par De Gaulle de manière à avoir une nette opposition entre un bloc de droite et un bloc de gauche. Est-ce qu'il ne faut pas changer ces institutions pour tenir compte de la situation nouvelle créée par l'irruption d'une troisième force? Qui répond... Moi, je voudrais juste dire, quand vous dites on a maintenant un Front National qui est partout, il reste des zones de force du Front National qui sont PACA et qui sont certaines villes industrielles de l'Est et du Nord. François écrit ce matin dans Le Monde, faiseur de roi dans plus de 200 villes. Je finis néanmoins. À l'Ouest, le Front National est beaucoup moins en situation de se maintenir et par exemple, il ne peut pas se maintenir à Toulouse, qui était quand même une ville extrêmement importante. Donc, il reste... Très bon score à Albi. Bon, oui, mais en plus, Albi était là aussi, pas spécialement une ville très de gauche du sud-ouest. Hein. Bon. Donc, on est quand même sur une configuration... Enfin, moi, je reste convaincu qu'il y a sans doute une nationalisation du vote du Front National, mais je ne voudrais pas qu'on fasse une seule lecture des municipales sous le seul prisme du Front National. Je crois qu'il est important ne pas du tout sous-estimer, mais ne pas non plus tout focaliser sur le Front National dans la situation politique française aujourd'hui. Moi, en fait, l'interrogation que j'ai, c'est est-ce qu'elle va réussir à introduire un vrai modèle nouveau qui est un peu basé sur l'identité, sur l'ethnicisme, à un moment où les collectivités locales vont quand même être soumises à la rigueur, où il va y avoir des gros problèmes sur les budgets, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus faire de dépenses sociales comme on en a fait. Est-ce qu'elle est en mesure, avec cette implantation locale, de rompre un peu le consensus municipal qui a régné jusqu'à présent? Donc ça, c'est la première interrogation. Et la deuxième interrogation, c'est comment elle, qui dit « je suis la seule à rompre » et avoir un discours de rupture, elle veut se normaliser, et en même temps, comment est-ce qu'elle peut incarner cette rupture? Je pense que les problèmes sont quand même devant elle, nettement. Le dernier mot de la conclusion, Éric Dupin, en 30 secondes. Oui, pour le Front National, les difficultés vont commencer. Parce que, l'épreuve de la gestion, et puis 2 aussi, l'inscription dans l'échiquier politique. Plus il y aura des alliances avec la droite, et moins elle pourra avoir à la fois l'avantage du statut protestataire et aussi l'aspiration au sérieux. Il y a des contradictions au sein du Front National, il y a des lignes potentiellement différentes, il y a des personnalités antagonistes, et là, on verra ce qui se passera.